Je m'appelle Rebecca, j'ai 27 ans, et je tremble encore pendant que j'écris ceci. Le dîner de famille d'hier soir a tout changé. De l'autre côté de la table en acajou, les lèvres de ma sœur Amber se sont courbées en ce sourire de supériorité habituel avant de lâcher la bombe. Tu as 3 jours pour quitter la maison. Maman et papa ne faisaient que regarder, leurs visages impassibles et complices. Comment pouvaient-ils faire ça alors que j'avais perdu mon travail et que j'étais au moment le plus vulnérable de ma vie? Découvrir que ma famille avait comploté dans mon dos, ça m'a fait l'effet d'un couteau qu'on tourne dans ma poitrine. Le document d'héritage qui a glissé sur la table racontait une trahison que je n'aurais jamais imaginée. Avant de continuer mon histoire, vous me regardez depuis où? Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous si vous avez déjà été surpris par une trahison familiale. Croyez-moi, vous voudrez entendre la suite. J'ai grandi dans une maison de style colonial à Greenwich, dans le Connecticut. Avec un grand jardin à l'arrière où j'ai passé la majorité de mon enfance. C'était mon refuge, surtout pendant les chaudes journées d'été, quand grand-mère Eleanor venait en visite et m'apprenait à prendre soin de son jardin de roses adorées. Les roses demandent de la patience et des soins, comme les relations, disait-elle, avec les coins des yeux froncés par le sourire. Ces moments avec elle étaient précieux, un contraste frappant avec l'ambiance compétitive qui régnait souvent chez nous. Il y a encore 3 mois, je réussissais comme analyste financière chez Morgan Stanley. Ma carrière montait en flèche, avec des compliments constants de mes supérieurs et une promotion en vue. Puis est arrivée la restructuration de l'entreprise. On va supprimer tout ton département, m'a dit mon chef avec une fausse compassion. Soudain, après 6 ans passés à construire ma carrière, je me suis retrouvé au chômage, dans une économie peu accueillante pour ceux qui cherchent un emploi. Retourner vivre chez mes parents devait être temporaire, juste le temps de reconstituer mes économies et de retrouver un autre poste. Quand je suis arrivé avec mes valises, maman Diana m'a préparé mon plat préféré d'enfance, lasagne avec du fromage en plus. Papa Thomas m'a aidé à porter mes cartons dans mon ancienne chambre qu'ils avaient gardée presque intacte. Reste aussi longtemps que tu en as besoin, avait dit maman en me serrant l'épaule. La famille soutient la famille dans les moments difficiles. Ces mots allaient ensuite sembler être la blague la plus cruelle du monde. Ma sœur Amber et moi n'avons jamais été proches, elle a 2 ans de moins que moi, mais elle est beaucoup plus calculatrice. Elle a transformé tout en compétition dès qu'elle a su parler. Quand j'ai gagné la première place à la foire scientifique du district à 12 ans, elle avait accidentellement fait tomber mon trophée de l'étagère, le brisant complètement. Quand j'ai été accepté à Cornell, elle a réussi à faire en sorte que le dîner de félicitations de mes parents tourne autour de son stage. C'était toujours subtil, jamais assez pour que je puisse me plaindre sans paraître mesquine, mais suffisamment pour créer une tension constante en arrière-plan. Amber s'est mariée avec Harrison il y a 3 ans, une fusion plus qu'un mariage. Comme je le pensais en secret, Harrison Chapman venait d'une famille riche et avait fait grandir leur fortune dans l'immobilier. Leur mariage a été publié dans les pages mondaines locales, et Amber m'envoyait les coupures de presse avec joie, même si j'avais assisté à l'événement luxueux. C'est incroyable ce qu'on a accompli, disait-elle, en parlant clairement d'elle et de Harrison, sans m'inclure du tout. Ce qui faisait toujours le plus mal, c'était la façon dont mes parents préféraient subtilement Amber. Ils le niaient fortement quand on les confrontait. Mais les preuves étaient là. Il assistait à tous ces matchs de tennis, mais ratait mes présentations importantes à cause d'un emploi du temps chargé. Ils affichaient fièrement les photos de son mariage, mais rangeaient mon diplôme de master dans l'étagère du bureau. Peut-être que ce n'était que de petites choses, mais elles s'accumulaient au fil des années comme des coupures de papier. Grand-mère Eleanor était différente. Elle voyait clair dans les manipulations d'Amber et faisait un effort particulier pour me soutenir. « Toi, tu as de la substance, Rebecca », me chuchotait-elle quand il n'y avait personne d'autre. « Ta sœur, c'est du vent, mais toi, tu as quelque chose qui dure. » Quand elle est morte il y a 2 mois à 87 ans, j'ai eu l'impression de perdre ma seule véritable alliée dans la famille. Les funérailles étaient sombres, et même Amber semblait vraiment triste, bien qu'elle ait passé plus de temps à discuter avec les riches membres de la famille qu'à penser à la vie de grand-mère. Avec du recul, j'aurais dû remarquer les signes avant-coureurs. 2 semaines après mon retour à la maison, j'entendais des bribes de conversations téléphoniques chuchotées, qui se coupaient dès que j'entrais dans la pièce. « On ne peut pas parler de ça maintenant », murmurait maman avec insistance. Une fois, j'ai clairement entendu mon nom juste avant que papa ne se racle bruyamment la gorge en me voyant à la porte. Le courrier à mon nom disparaissait mystérieusement, surtout quand j'ai dit que j'attendais un document important de mon ancien travail.
Maman m'a vaguement dit que parfois le courrier se perdait. Papa a commencé à éviter mon regard pendant notre rituel matinal du café, qui jusque-là était agréable. Soudain, il semblait très concentré sur son journal à chaque fois que je voulais parler. Le plus révélateur, c'était la présence de plus en plus fréquente d'Amber à la maison. D'habitude, elle ne rendait visite à nos parents qu'une fois par mois, disant qu'elle était trop occupée. Soudain, elle passait à la maison 3 ou 4 fois par semaine, souvent quand j'étais dehors à chercher du travail. Une fois, je suis rentré plus tôt et je l'ai trouvée avec maman et papa, penchés ensemble sur des papiers à la table de la salle à manger, qu'ils ont vite rangés quand ils m'ont vu. Le jour du dîner fatidique, j'ai reçu un message d'Amber. Et dîner familial important ce soir. Sois là à 19h, tenue formelle. Son ton autoritaire était typique, mais dire que c'était important m'a mis en alerte. Quel sujet familial pouvait être assez grave pour mériter une annonce aussi solennelle? Maman a passé la journée dans une agitation nerveuse, préparant la recette spéciale du ragoût de grand-mère Eleanor, quelque chose qu'elle ne faisait que pour les grandes occasions. Quand je lui proposais de l'aider, elle sursautait légèrement, comme si je l'avais effrayée. Non, non, j'ai tout sous contrôle, disait-elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Peut-être que tu pourrais juste mettre la table avec la belle vaisselle. Papa a été curieusement absent pendant la majeure partie de la journée. Il a dit qu'il devait faire des courses, mais il est revenu les mains vides. En rentrant, il est allé directement dans son bureau, porte bien fermée. J'ai frappé une fois pour lui demander si tout allait bien, et son « tout va bien » sonnait faux, pas du tout convaincant. Ce soir-là, pendant que je cherchais une photo pour une demande d'emploi, j'ai remarqué que l'album photo de grand-mère Eleanor avait été déplacé. Quand je l'ai retrouvé sur le bureau de papa, plusieurs photos avaient disparu, y compris celle de grand-mère et moi devant la maison. Quelque chose de froid s'est installé dans mon ventre, mais je l'ai ignoré, pensant que c'était juste du stress. J'avais complètement tort. Notre salle à manger a toujours été un lieu d'exposition, rarement utilisé sauf pour les fêtes et grandes occasions. Ce soir-là, elle avait été transformée avec les plus belles nappes, les verres en cristal de mon arrière-grand-mère, et des bougies qui projetaient de longues ombres sur la table. Toute cette mise en scène ne faisait qu'augmenter mon angoisse. Ce n'était pas un dîner de famille normal, c'était une mise en scène, un théâtre préparé pour quelque chose de grand. Maman avait mis des cartes de placement, soigneusement disposées, chose inhabituelle pour une famille de 4. J'ai remarqué tout de suite que ma place habituelle avait été changée. On m'avait mise en face d'Amber, avec le dos tourné vers la fenêtre, au lieu d'être face à elle comme j'aimais. Peut-être un petit jeu de pouvoir, mais ça donnait le ton. À exactement 19h, la sonnette a retenti. Amber est arrivée avec Harrison. Même s'il n'avait pas été mentionné dans l'invitation, elle portait une robe de créateur plus adaptée à une réunion d'affaires qu'à un dîner familial. Ses cheveux étaient tirés en un chignon sévère qui mettait en valeur ses traits pointus. Harrison avait l'air mal à l'aise dans son costume sur mesure, regardant sa montre encore et encore comme s'il avait mieux à faire ailleurs. « Rebecca, tu es à l'aise ?» dit Amber pour me saluer, ses yeux scrutant ma tenue de bureau décontractée avec un mépris à peine caché. Il y avait quelque chose de prédateur dans son regard, comme un chat prêt à bondir sur une souris sans défense. Pendant l'apéritif, la conversation est restée forcée et polie. Papa parlait de la météo avec un enthousiasme peu naturel. Maman se levait sans arrêt pour vérifier le plat principal, même si je savais par expérience que tout était déjà parfaitement chronométré. Amber échangeait des regards complices avec nos parents, pendant que Harrison gardait une attitude professionnelle, comme s'il assistait à un dîner d'affaires au lieu d'un repas en famille. Quand le dessert est arrivé, la tarte aux pommes selon la recette de grand-mère, que maman avait visiblement passé des heures à perfectionner, mes nerfs étaient à bout. J'étais sur le point de demander directement pourquoi on était vraiment réunis ce soir-là, quand Amber a posé délicatement sa fourchette, s'est essuyé la bouche avec sa serviette, et a raclé sa gorge. Maintenant que nous avons profité de la délicieuse cuisine de maman, commença-t-elle avec cette fausse douceur que je connaissais depuis l'enfance, il est temps de parler de la vraie raison de ce dîner. Elle a glissé la main dans un sac de créateur accroché à sa chaise et a sorti une enveloppe craft qu'elle a poussée vers moi sur la table. Comme tu le sais, le testament de grand-mère Eleanor a été finalisé juste avant sa mort, continua Amber, les yeux fixés sur mon visage, guettant ma réaction. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'il y a eu des changements importants par rapport aux versions précédentes. Elle a marqué une pause pour faire de l'effet, ses lèvres s'étirant dans ce sourire suffisant que j'avais appris à détester au fil des ans. La maison m'appartient légalement maintenant, et je te donne 3 jours pour faire tes valises et partir.
Les mots m'ont frappé comme un coup physique. J'ai regardé l'enveloppe, mais je n'arrivais pas à la toucher. Comme si elle allait me brûler les doigts. J'ai tourné les yeux vers mes parents, cherchant de la confusion, une protestation, n'importe quoi qui montrerait qu'ils étaient aussi surpris que moi. Mais j'ai vu papa, soudain captivé par les motifs de la nappe, évitant de croiser mon regard. Le visage de maman s'est légèrement crispé, les larmes aux yeux, mais son silence disait tout. Vous le saviez, ai chuchoté. Ma voix à peine audible, même dans cette pièce morte de silence. Vous saviez tous. Tout est parfaitement légal, coupa Harrison, avec un ton qui donnait l'impression de conclure une transaction commerciale. Les documents ont été vérifiés par 2 avocats différents. Le transfert de propriété a déjà été effectué. Ta grand-mère était lucide quand elle a fait ces changements. Je me suis senti étourdi. La pièce semblait pencher autour de moi. Mais pourquoi? Pourquoi grand-mère aurait-elle fait ça? Elle m'aimait. Elle aimait cette maison. Elle disait toujours. Elle disait beaucoup de choses, coupa Amber brusquement. La réalité, c'est qu'à la fin, elle a reconnu qui méritait vraiment, qui avait construit une vie réussie, et qui était. Elle s'est arrêtée, examinant ses ongles parfaitement manucurés avant d'asséner le coup final. L'échec de la famille. La cruauté de ces mots m'a coupé le souffle. J'avais perdu mon travail à cause d'une restructuration d'entreprise, pas à cause d'un échec personnel. Je me battais sans relâche pour m'en sortir. Comment osait-elle? Ce n'est pas juste, Amber, dit enfin maman, d'une voix faible et peu convaincante. La vie n'est pas juste, répondit Amber avec mépris. Le fait est que je suis maintenant propriétaire de cette maison et que j'ai des projets pour elle, qui ne comprennent pas de loger indéfiniment ma sœur au chômage. 3 jours, c'est généreux. Vu les circonstances. Je me suis tourné vers mon père, l'homme qui m'avait appris l'intégrité et à défendre ce qui est juste. Papa, tu es d'accord avec ça? Me mettre à la porte alors que je n'ai nulle part où aller, alors que tu m'avais dit que je pouvais rester aussi longtemps que j'en aurais besoin. Papa s'est agité, haussant les épaules avec gêne. C'est compliqué, Rebecca. Il y a des considérations légales. Le testament est contraignant. Des considérations légales? Vais-je répéter, incrédule. Je suis ta fille. Il s'agit de famille, pas de papiers légaux. Ne sois pas dramatique, soupira Amber. Tu as 27 ans, pas 17. Beaucoup de gens de ton âge vivent seuls sans courir se réfugier chez leurs parents au moindre problème. Lundi matin à 9h, j'attends les clés sur le comptoir de la cuisine et tes affaires sorties. Maman pleurait maintenant ouvertement, mais elle ne fit aucun geste pour me défendre. Harrison a commencé à expliquer quelque chose sur les droits de propriété et la possession légale, mais ces mots devenaient flous, mon sang battant fort dans mes oreilles. Je me suis levé brusquement, ma chaise raclant bruyamment le plancher en bois. Je n'arrive pas à croire que ça se passe vraiment, ai-je réussi à dire, ma voix tremblante de rage et de douleur. Je n'arrive pas à croire que ma propre famille me fasse ça. Sans attendre de réponse, j'ai quitté la salle à manger, montant les escaliers 2 par 2 jusqu'à ma chambre d'enfance. La même chambre où maman m'avait aidé à faire mes devoirs, où papa m'avait consolé après mon premier chagrin d'amour, où grand-mère Eleanor m'avait appris à tricoter pendant les longues soirées d'hiver. J'ai verrouillé la porte derrière moi et je me suis laissé glisser contre elle, laissant enfin les larmes couler pendant que mon monde s'effondrait autour de moi. Cette nuit-là a été la plus longue de ma vie. Impossible de dormir, mon esprit rejouait en boucle toute la scène du dîner. Le sourire suffisant d'Amber. La froideur légale de Harrison. Les larmes de maman. L'évitement de papa. Je continuais à espérer que quelqu'un frapperait à ma porte, qu'on me dirait que c'était une mauvaise blague ou un malentendu. Mais la maison est restée silencieuse, sauf pour le craquement occasionnel des lattes du plancher, pendant que chacun se retirait dans son coin. Vers 3 heures du matin, la panique sur mon avenir immédiat m'a envahi. J'ai attrapé mon ordinateur portable et j'ai vérifié mon compte bancaire, 2187,32 $. À peine assez pour 2 mois de loyer dans la région de Greenwich, sans même parler du dépôt de garantie ou des dépenses courantes. Mon indemnité de départ avait été utilisée en grande partie pour payer mes dettes de carte de crédit et le prêt de ma voiture. Une décision qui me paraissait maintenant terriblement naïve. J'ai cherché désespérément des annonces de location, mais les options étaient décourageantes. Les studios commençaient à 1800 $ par mois, demandant une preuve de revenu 3 fois le montant du loyer impossible sans emploi.
Les colocations exigeaient un emménagement immédiat et des engagements à long terme que je ne pouvais pas garantir tout en cherchant du travail. La réalité de devenir peut-être sans abri planait dans l'obscurité de ma chambre d'enfant, qui maintenant ressemblait à un espace emprunté. J'ai fouillé frénétiquement mes contacts dans mon téléphone, réfléchissant à qui je pourrais appeler à cette heure-là. La plupart de mes amis s'étaient éloignés pendant mes 6 années de travail obsessionnel chez Morgan Stanley. Ceux qui restaient étaient dispersés dans le pays, occupés par leur propre carrière, avec de petits appartements et des vies chargées. À qui pouvais-je m'imposer avec si peu de préavis? À l'aube, mes yeux me brûlaient d'avoir trop pleuré et à cause de la lumière de l'écran. La première lueur du matin filtrant à travers mes rideaux ressemblait au départ d'un compte à rebours, jour 1 sur 3 avant mon expulsion de ma propre maison familiale. J'ai attendu d'entendre du mouvement en bas avant de sortir de ma chambre, après avoir répété ce que je voulais dire. Maman était seule dans la cuisine, en train de battre de la pâte à crêpes mécaniquement. Ses yeux rouges et gonflés se sont écarquillés quand elle m'a vu. « Comment as-tu pu laisser ça arriver ?» l'ai-je demandé d'un ton sec. Ma voix était rauque à force d'avoir pleuré. La main de maman a tremblé, la pâte dégoulinant sur le comptoir. Nous n'avions pas le choix, Rebecca. Il y a toujours un choix, ai-je répondu. Tu as choisi Amber encore une fois. Papa est entré à ce moment-là, déjà habillé pour son match de golf du samedi, comme si rien d'important ne s'était passé la veille. Il s'est servi un café, ses gestes délibérément lents. Le testament est légalement contraignant, dit-il sans me regarder. Nous avons consulté notre avocat. Il n'y a rien que nous puissions faire. Vous pourriez me défendre. L'ai-je crié en frappant la paume de ma main contre le comptoir, les faisant sursauter tous les deux. Vous pourriez dire à Amber que c'est injuste. Vous pourriez m'aider à me battre contre ça. Me battre contre quoi? Dit enfin papa, son regard devenant dur. Les dernières volontés de ta grand-mère. Tu veux qu'on aille contre les instructions explicites d'Eleanor? Je ne crois pas une seule seconde que grand-mère voulait ça, ai-je dit. Elle m'aimait. Elle aimait cette maison. Elle ne l'aurait pas donnée à Amber juste pour qu'on me mette dehors. Un éclair de quelque chose, peut-être de la culpabilité, a traversé le visage de papa, avant qu'il ne le cache. Et Eleanor a changé son testament. On a tous été surpris, mais c'est fait. Pourquoi vous faites vraiment ça? L'ai-je insisté en remarquant leurs regards échangés. Qu'est-ce que vous ne me dites pas? Maman s'est occupée à nettoyer la pâte renversée. Papa a siroté son café. Le silence a duré, jusqu'à ce que maman parle enfin à voix basse. Amber et Harrison nous ont proposé de rester dans la maison jusqu'à ce qu'on soit prêt à déménager dans une plus petite, si on soutenait leur décision. La trahison m'a frappé de nouveau. Donc vous m'avez vendu pour assurer votre propre confort de vie? Ce n'est pas si simple, protesta faiblement papa. Moi, je trouve ça très simple, ai-je répliqué en retenant mes larmes. Vous avez choisi votre confort au lieu du bien-être de votre fille. J'ai perdu mon travail, pas mon intégrité. Je les ai laissés debout dans la cuisine, leur petit déjeuner oublié, et je suis retourné dans ma chambre pour commencer à passer des appels désespérés. Mon ancienne collègue Nancy a répondu à la 3e sonnerie. Sa voix était encore endormie. Rebecca, il est 7h30 un samedi. Tout va bien, Girbu? J'ai ravalé ma fierté et je lui ai expliqué la situation. Chaque mot était douloureux à dire. Le choc de Nancy était évident. C'est horrible. Bien sûr que tu peux rester sur mon canapé le temps de t'en sortir. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est à toi aussi longtemps que tu en as besoin. Le soulagement était immense, mais de courte durée. L'appartement une pièce de Nancy à Stanford n'était qu'un pansement sur une plaie ouverte. J'avais besoin de revenus, d'une solution de logement stable et de réponses. Entre 2 séances de rangement, j'ai envoyé des candidatures à tout ce qui avait un lien, même lointain, avec mon domaine. Je baissais mes attentes salariales à chaque envoi. J'ai aussi cherché des options d'aide juridique, mais sans argent pour une avance, mes possibilités étaient limitées. Chaque chemin semblait bloqué par le même mur, ma pauvreté soudaine et inattendue. En fin d'après-midi de ce premier jour, pendant que je triais de vieux livres pour voir ce que je pourrais emporter dans le minuscule appartement de Nancy, j'ai trouvé un tiroir rempli de lettres de grand-mère Eleanor que j'avais gardées au fil des années. Son écriture élégante a fait naître une douleur nouvelle. Cette femme, qui avait tant cru en moi, n'aurait pas pu planifier ma chute. En relisant tendrement ces mots d'encouragement de mes années universitaires, mon téléphone a sonné.
C'était un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais la désespoir m'a poussé à décrocher. Est-ce que je parle à Rebecca Winters? Demanda la voix d'une femme âgée. Oui, c'est moi. Je suis Mildred Anso, l'amie de votre grand-mère Eleanor du club de jardinage. J'essaie de vous joindre depuis les funérailles, mais votre mère m'a dit que vous ne preniez pas d'appel. Je suis si contente d'avoir enfin retrouvé votre numéro dans l'ancien carnet d'adresse d'Eleanor. Je suis ravie de vous entendre, Madame Anso, dis-je, étonné par son urgence et la fausse information. Je n'ai jamais refusé aucun appel. Il y a quelque chose qui ne va pas avec le testament d'Eleanor, dit-elle sans détour. Elle m'a dit clairement, quelques semaines avant de mourir, qu'elle voulait que ce soit vous qui ayez la maison familiale. Elle était très claire. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. C'est aussi ce que je pensais, mais apparemment, elle a changé d'avis. Ou quelqu'un lui a fait changer d'avis, répondit Mildred d'un ton grave. L'état mental d'Eleanor s'est beaucoup dégradé dans ces dernières semaines, mais même à ce moment-là, elle parlait de vous avec tant d'amour. J'ai été très surprise en découvrant les termes du testament. Il y a quelque chose qui cloche. Pour la première fois depuis le dîner, j'ai ressenti un petit espoir. Madame Anso, seriez-vous d'accord pour me rencontrer demain? J'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé. Absolument, ma chérie. Eleanor aurait voulu que je t'aide. La vérité doit sortir. En raccrochant, j'ai serré une des lettres de grand-mère contre mon cœur. Peut-être que tout n'était pas perdu, finalement. S'il y avait ne serait-ce qu'une petite chance que le testament ait été manipulé, je me devais, pour elle et pour moi, de découvrir la vérité. Le Bluebird Café se trouvait dans un coin calme du centre de Greenwich. Son auvent délavé et ses tables en bois usé faisaient un contraste fort avec les boutiques de luxe autour. Mildred Anso l'avait proposé, en mentionnant que c'était laquelle et Eleanor se retrouvaient chaque semaine depuis des décennies. En poussant la porte, l'odeur familière de café et de cannelle m'a donné une boule dans la gorge. Grand-mère m'y emmenait prendre un chocolat chaud après l'école. Mildred m'a repéré tout de suite et m'a salué depuis une table dans un coin. À 82 ans, elle était étonnamment vive. Ses cheveux argentés étaient coiffés avec soin, et sa tenue était parfaitement assortie, comme quelqu'un qui a grandi à une époque où l'apparence comptait plus que tout. Rebecca, ma chérie, dit-elle en prenant mes mains dans les siennes, fraîches et fines comme du papier. Tu ressembles à Eleanor à ton âge. Tu as cette même détermination dans le regard. Nous avons commandé du café, et Mildred est allée droit au but. 2 mois avant qu'Eleanor décède, nous nous sommes vus à cette même table, commença-t-elle en remuant lentement son café. Elle était contente, car elle venait de mettre à jour son testament. Elle m'a dit clairement qu'elle te laissait la maison, parce que, je cite, Rebecca est la seule qui aime vraiment cette maison pour ce qu'elle est, pas pour ce qu'elle vaut. Mes yeux se sont remplis de larmes. C'était exactement ce que dirait grand-mère. Elle a aussi dit qu'Amber recevrait son portefeuille d'investissement, qui était conséquent, continua Mildred. Eleanor croyait à un héritage équilibré, mais elle tenait vraiment à ce que la maison te revienne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? L'ai-je demandé en me penchant en avant. Phillips était l'avocat d'Eleanor depuis 30 ans, mais tout à coup, un nouvel avocat est apparu, Bradford. Très rusé, très convaincant. Il a commencé à rendre visite régulièrement à Eleanor pendant ces dernières semaines, quand les antidouleurs la rendaient souvent confuse. Bradford? L'ai-je répété, notant ce nom dans ma tête. Est-ce qu'elle a expliqué pourquoi elle avait changé d'avocat? Le visage de Mildred s'est assombri. C'est ça qui m'a inquiété le plus. Quand je lui ai posé la question, Eleanor avait l'air confuse, comme si elle ne se souvenait même pas avoir pris cette décision. J'ai essayé d'en parler à tes parents, mais ils m'ont assuré que tout était bien géré. Elle a marqué une pause. J'aurais dû insister davantage, mais je ne voulais pas passer pour une vieille fouineuse. Vous m'aidez maintenant, lui ai-je assuré. Vous vous souvenez de son nom de famille? Thornton, dit-elle après avoir réfléchi. Bradford Thornton. Le costume très cher, voiture de luxe, rien à voir avec Lawrence, l'ancien avocat, qui conduisait le même vieux Volvo depuis 20 ans. Avec ce nom et la promesse de Mildred de me fournir une déclaration écrite si besoin, je me suis rendu à la bibliothèque municipale pour utiliser leurs ordinateurs. Je ne voulais pas risquer de faire mes recherches sur les appareils de la maison. Le site web de Bradford Thornton était chic et impressionnant, spécialisé dans la gestion de patrimoine pour des clients fortunés. Ce qui a attiré mon attention,
c'était un témoignage client signé d'un certain Chapman. Les doigts tremblants, j'ai cherché Bradford Thornton Harrison Chapman, et j'ai eu la nausée quand les résultats sont apparus. Là, noir sur blanc, un article du Business Journal datant d'il y a 3 ans montrait Harrison recevant un prix, accompagné de Bradford Thornton, présenté comme son conseiller juridique et ami de toujours. Le lien était évident. J'ai creusé plus loin, dans les registres publics et les réseaux sociaux. Enfoui dans une publication Instagram vieille d'1 an, il y avait une photo d'Amber, Harrison et Bradford sur un yacht, avec la légende « Affaires et plaisir ». La date correspondait à la période où grand-mère Eleanor était hospitalisée pour son déclin final. De retour à la maison, j'ai attendu que mes parents partent à leur partie hebdomadaire de bridge pour me faufiler dans le bureau de papa. Son ordinateur était protégé par mot de passe, mais il avait toujours utilisé le même, l'anniversaire de maman. En quelques minutes, j'étais dans ses emails. Ce que j'y ai trouvé m'a glacé le sang. Des messages entre papa, Amber et Bradford datant de 3 mois auparavant. Il parlait du plan de succession modifié et de la façon de gérer mes réactions. Un message particulièrement accablant d'Amber disait: une fois que tout sera transféré, nous tiendrons notre promesse concernant leur logement. Assure-toi juste que Rebecca ne se doute de rien jusqu'à ce que ce soit finalisé. J'ai téléchargé tous les emails sur une clé USB, les mains tremblantes, et le cœur au bord du dégoût. La profondeur de la conspiration était incroyable, mais le pire restait à venir. Dans un dossier étiqueté Eleanor médical, j'ai trouvé des copies numérisées des dossiers médicaux de grand-mère pendant ces dernières semaines. Le médecin responsable avait noté: patiente souvent désorientée et confuse à cause des antidouleurs. Capacité douteuse à prendre des décisions importantes. Pourtant, le Nouveau Testament avait été signé précisément pendant cette période. Encore plus troublant, j'ai trouvé un relevé financier enfoui dans les dossiers de papa. La société de Harrison et Amber était profondément endettée. Plusieurs de leurs biens étaient en saisie hypothécaire. Ils étaient au bord de la faillite, à moins de pouvoir sécuriser un bien important, comme notre maison familiale, pour l'utiliser comme garantie pour des prêts d'urgence. Tout a soudain pris un sens horrible. Amber ne voulait pas la maison par sentiment ou par rancune. Elle en avait besoin pour sauver son empire commercial en ruine, ainsi que celui de Harrison. Et mes parents avaient conspiré dans ce plan pour garantir leur propre avenir dans cette maison. J'étais encore assise dans le bureau de papa, entourée des preuves de leur trahison, quand ils sont rentrés plus tôt que prévu. Le visage de maman a pâli en voyant l'écran de l'ordinateur et les papiers éparpillés sur le bureau. « Rebecca, que fais-tu ? » « Ce sont des documents privés, » a exigé papa, en haussant la voix. « Tu veux dire des documents de conspiration privée ?» ai-je répondu. Ma voix était étrangement calme, malgré la rage et la douleur qui bouillonnaient en moi. Je sais tout. Que Bradford Thornton est l'avocat de Harrison. Que grand-mère était droguée et confuse quand elle aurait soi-disant changé son testament. Que Amber et Harrison sont presque en faillite. Maman s'est effondrée sur une chaise, enfouissant son visage dans ses mains. L'expression de papa est passée de la colère à la résignation. « Tu ne comprends pas la complexité de la situation, dit-il faiblement. Alors explique-moi, ai-je lancé. Explique-moi pourquoi tu as aidé à voler à ta propre mère sa capacité de décider, et à moi mon héritage. C'est Harrison qui est venu nous voir en premier, a admis papa après un long silence. Il nous a montré ses comptes. Ils allaient tout perdre. Amber faisait face à l'humiliation, voire à des ennuis juridiques à cause de certaines de ses pratiques commerciales. Alors vous avez décidé de me sacrifier à leur place, ai-je dit sèchement. Nous avons pris la meilleure décision possible pour toute la famille, insista papa. Amber et Harrison avaient plus besoin de la maison que toi. Et ils sont mariés, veulent des enfants. Tu es célibataire avec une carrière prometteuse. J'avais une carrière prometteuse, ai-je corrigé amèrement. Que vous saviez que j'avais perdu quand vous avez accepté ce plan. Nous ne le savions pas au début, intervint maman, sa voix faible. Quand tu as perdu ton travail, tout était déjà en cours, et ils n'ont pas voulu arrêter. Ni me défendre quand j'étais au plus bas, ai-je dit. Le silence qui a suivi était une réponse en soi. Ils savaient tout, et ils avaient choisi Amber. Encore une fois, la fille préférée avait gagné, cette fois en prenant tout ce qui comptait. Ils nous ont offert de la sécurité, dit finalement papa. Un accord légal disant qu'on pouvait rester dans la maison jusqu'à ce qu'on soit prêt à déménager dans une résidence pour retraités. À notre âge, avec ma pension comme elle est,
on ne pouvait pas se permettre d'acheter une autre maison dans cette région. Alors vous m'avez vendu pour un toit au-dessus de votre tête, ai-je résumé. La trahison me faisait de plus en plus mal à chaque révélation. Est-ce que vous avez seulement pensé à ce qu'il m'arriverait? Amber nous a dit qu'elle t'aiderait à trouver un nouvel endroit, offrit maman faiblement. J'ai éclaté de rire, un rire amer. Et vous l'avez cru? Après avoir vécu avec elle toute votre vie? Le poids écrasant de leur trahison m'a soudainement frappé. Mes propres parents avaient conspiré contre moi, donnant la priorité aux besoins d'Amber et à leur propre confort plutôt qu'à mon bien-être. La famille en laquelle je croyais pouvoir avoir confiance avait planifié méthodiquement mon éviction, tout en me souriant et en me donnant de fausses assurances. Je me suis levé, les jambes tremblantes, ramassant les preuves que j'avais réunies. Je vais me battre, ai-je dit avec plus de confiance que je n'en ressentais. Pas seulement pour moi, mais pour grand-mère Elnor. Ce que vous avez fait n'est pas seulement immoral, c'est peut-être illégal. Rebecca, s'il te plaît, dit maman en m'attrapant le bras, les larmes coulant sur son visage. Nous sommes toujours une famille. On peut résoudre ça. Je me suis dégagé de son contact. Une famille ne fait pas ce que vous avez fait. Pas à quelqu'un qu'on aime. En m'éloignant, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Les derniers morceaux de ma croyance d'enfant en la sacralité des liens familiaux. La douleur était insupportable, comme une blessure physique qui ne cessait pas de saigner. Je suis à peine arrivé dans ma chambre avant d'être submergé par une crise de panique, tombant à genoux alors que les murs semblaient se refermer sur moi. Entre deux respirations saccadées, je remettais tout en question. Mes souvenirs d'enfance, ma place dans la famille, mon identité de fille et de sœur. Si ma propre famille pouvait me trahir de manière aussi complète? Qu'est-ce que cela disait de moi? De toutes les relations en lesquelles j'avais cru toute ma vie? Les fondations de mon monde ne s'étaient pas seulement fissurées, elles s'étaient révélées être des façades bien construites cachant des vérités laides. Alors que le choc se calmait lentement, me laissant vide et épuisé, une étrange lucidité a traversé le brouillard émotionnel. Il me restait moins de 48 heures avant l'échéance imposée par Amber. Je pouvais m'effondrer sous le poids de cette trahison, ou l'utiliser comme carburant pour me battre. Pour la première fois de ma vie, personne ne viendrait me sauver. Si je voulais justice, je devais la réclamer moi-même. Le deuxième jour de l'ultimatum d'Amber s'est levé gris et pluvieux, correspondant parfaitement à mon état d'esprit. Après une nuit de sommeil agité, ponctuée de cauchemars et d'angoisses, je me suis forcé à commencer à faire mes cartons. Une forme d'aveu tacite que, même avec ma volonté de me battre, je pouvais quand même finir sans abri dans 24 heures. Ma chambre d'enfant était comme figée dans le temps. Chaque objet que je ramassais ravivait des souvenirs. Des trophées de concours de débat, des fanions de Cornell, l'ours en peluche que papa m'avait gagné à une fête foraine quand j'avais 7 ans. Comment le même père qui avait passé des heures à gagner ce prix pouvait-il être complice de mon expulsion? La contradiction mentale était trop lourde. Je bougeais au ralenti, incapable de décider ce qui était essentiel ou ce que je pouvais laisser. Comment résumer une vie dans quelques valises? L'appartement de Nancy était minuscule, avec à peine la place pour dormir sur son canapé, encore moins pour stocker mes affaires. Vers midi, j'ai réalisé que je n'avais rien mangé depuis le café avec Mildred. L'idée même de manger me retournait l'estomac, mais je savais que j'avais besoin d'énergie pour affronter ce qui m'attendait. Je suis descendu à la cuisine et j'ai trouvé la maison étrangement silencieuse. Un mot sur le comptoir disait que mes parents étaient sortis faire des courses. Une excuse évidente pour éviter de me croiser après les révélations de la veille. Pendant que je préparais à moitié un sandwich, la porte d'entrée s'est ouverte. Mon corps s'est tendu, pensant que c'était mes parents. Mais c'était la voix d'Amber qui a résonné. C'est juste moi. Je venais voir comment avance ton déménagement. Elle est apparue dans l'encadrement de la cuisine avec ses lunettes de soleil de marque sur la tête, l'air fraîche et impeccable. Ne fais pas semblant que c'est une visite amicale, ai-je dit sèchement, sans cacher mon hostilité. Amber a poussé un long soupir dramatique. J'essaie d'être civile, Rebecca. Ça ne doit pas être moche. Tu me mets à la porte de chez moi pendant le pire moment de ma vie après avoir manipulé notre grand-mère mourante. Il n'y a aucune version de ça qui soit jolie. Toujours la victime, dit-elle en claquant la langue. Pour ton information, je suis incroyablement généreuse. La plupart des nouveaux propriétaires donnent seulement 24 heures de préavis aux locataires. Je ne suis pas une locataire. Je suis de la famille. Le mot avait un goût amer.
Amber regarda autour de la cuisine avec un air de propriétaire qui me glaça le sang. Je pense à démolir toute cette pièce. Harrison connaît un excellent entrepreneur qui fait des cuisines gastronomiques. Ce style ferme rustique est tellement dépassé. Grand-mère Eleanor avait personnellement choisi chaque détail de la rénovation de cette cuisine il y a 10 ans, préservant avec soin le caractère historique de la maison tout en la rendant moderne. Son mépris désinvolte pour les choix réfléchis de grand-mère m'a donné une autre claque au cœur. « Pourquoi tu es vraiment là, Amber ?» ai-je demandé, laissant mon sandwich intact. Son sourire ne toucha pas ses yeux. Juste m'assurer que tout suit le plan. Les déménageurs viennent lundi matin chercher quelques-uns des meubles que nous gardons. Ce serait gênant si tu traînais encore. Cette cruauté volontaire m'a coupé le souffle. Après son départ, j'ai abandonné toute envie de manger et je suis retourné à mes cartons. Les larmes brouillaient ma vue pendant que je travaillais. Le soir venu, j'avais rempli 6 cartons et 2 valises, mais j'avais à peine touché à mes affaires. Mes parents étaient rentrés, mais ils gardaient leur distance, se déplaçant autour de moi comme si j'étais déjà un fantôme dans la maison. Le silence était assourdissant, seulement rompu par quelques conversations étouffées derrière des portes fermées. Peu avant minuit, je me suis retiré dans la salle de bain, le seul endroit où je pouvais être sûr d'avoir de l'intimité, face à mon reflet. Je reconnaissais à peine la personne dans le miroir, pâle, des cernes sous des yeux rouges, les cheveux plats et sales. Je ressemblais à une étrangère pour moi-même, quelqu'un de vidé et vaincu. Le poids de tout, la perte de mon travail, la trahison, le risque d'être sans abri s'est abattu sur moi d'un seul coup. Mes jambes ont cédé et je me suis écroulé sur le carrelage froid, le dos contre la baignoire, alors que des sanglots silencieux secouaient mon corps. C'était ça, toucher le fond. Seul, sur le sol d'une salle de bain, trahi par toutes les personnes en qui j'avais confiance, sans endroit où aller, et sans plan réaliste. Dans ce moment de désespoir total, ma main est allée machinalement à mon cou, trouvant la fine chaîne en or que je portais toujours. Le médaillon de grand-mère Eleanor, qu'elle m'avait mis le jour de ses funérailles, je ne l'avais jamais retiré depuis. Avec des doigts tremblants, j'ai ouvert le petit pendentif en forme de cœur pour révéler la minuscule photo à l'intérieur. Moi, vers 8 ans, assise sur les genoux de ma grand-mère dans le jardin, riant toutes les deux d'une chose oubliée depuis longtemps. Un souvenir a surgi à travers la brume du désespoir. J'avais 16 ans, épuisé par la compétition constante avec Amber et par l'indifférence apparente de mes parents. Je me trouvais dans le jardin avec grand-mère Eleanor. En pleurant, je lui avais demandé pourquoi Amber semblait me détester autant. Certaines personnes, avait dit ma grand-mère d'un ton pensif, ont tellement peur de manquer qu'elles ne sont jamais satisfaites. Même quand leur coupe déborde, ta sœur a peur de manquer d'attention, de reconnaissance, de sécurité. Mais toi, Rebecca, tu comprends l'abondance. Tu sais qu'il y a toujours assez d'amour, assez de succès, assez de joie pour tout le monde. C'est pour ça qu'au final, tu seras plus heureuse qu'elle ne le sera jamais. Elle m'avait alors pris les mains dans les siennes, son étreinte étonnamment forte. Ne laisse jamais personne éteindre ta lumière, surtout pas la famille. Le monde est rempli de gens qui essaieront de te convaincre que tu es moins que ce que tu es. Reste solide. La vérité finit toujours par sortir, comme l'eau. Il suffit d'un passage persévérant. J'ai refermé le médaillon en le serrant contre mon cœur, pendant que les paroles de ma grand-mère résonnaient de nouveau en moi. J'avais été tellement prise par le choc et la douleur de la trahison que j'avais failli me laisser submerger par le désespoir. Mais ce n'était pas moi. Ce n'était pas la personne que grand-mère Eleanor avait élevée. L'horloge de la salle de bain indiquait 3h17 quand quelque chose a changé en moi. Le deuil et la douleur étaient toujours là, mais à côté est née une détermination brûlante et féroce. Abandonner, c'était laisser Amber gagner. C'était accepter que la trahison de mes parents reste impunie. C'était enterrer à jamais les véritables volontés de grand-mère Eleanor. Je me suis levé, j'ai jeté de l'eau froide sur mon visage, et je me suis regardé dans les yeux. Ça suffit, ai chuchoté à mon reflet. Assez de pitié. Il est temps de riposter. Je suis retourné dans ma chambre avec un objectif renouvelé, sortant un carnet pour établir un vrai plan d'action. À l'aube, j'avais rempli des pages de notes, une chronologie des événements, une liste de contacts et de ressources possibles. Je n'avais peut-être pas beaucoup de temps, ni d'argent, mais j'avais quelque chose qu'Amber et Harrison n'avaient pas. La vérité de mon côté. J'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un message à Nancy. Changement de programme. J'ai toujours besoin d'un endroit où rester,
mais plus important encore, j'ai besoin de ton aide pour riposter. Ce n'est pas fini. Elle m'a répondu presque immédiatement, malgré leur trait matinal. Tout ce dont tu as besoin. On est ensemble dans cette histoire. Pour la première fois depuis des jours, j'ai ressenti une étincelle d'espoir. J'étais peut-être au plus bas, mais je ne pouvais que remonter. La clinique d'aide juridique occupait un petit bureau au-dessus d'un pressing, dans le centre de Stanford. La salle d'attente était déjà pleine malgré l'heure, remplie de gens dont les visages tendus reflétaient mon état intérieur. J'avais utilisé ce qui me semblait être mes dernières forces pour chercher des options légales toute la nuit. Et cette consultation gratuite était mon seul espoir d'obtenir un avis professionnel sans avoir à verser d'avance. Après une heure d'attente, on m'a appelé dans un petit bureau, où Monica Rodriguez s'est présentée comme avocate du personnel. Spécialisée en droit des personnes âgées et en litige d'héritage, elle avait une quarantaine d'années, portait des lunettes pratiques, et avait un comportement sérieux et posé. Elle m'a écouté sans m'interrompre pendant que je racontais tout, en lui montrant les preuves que j'avais collectées. « C'est très préoccupant », dit-elle après avoir examiné les dossiers médicaux et les impressions des emails. « Si ce que vous décrivez est exact, on est possiblement face à une influence indue, une capacité testamentaire douteuse, voire un abus envers une personne âgée. Vous pouvez m'aider à me battre contre ça ? L'ai-je demandé, en tentant de ne pas laisser paraître mon désespoir. La clinique ne peut pas vous représenter dans un litige sur un testament. Nous n'avons pas les ressources, expliqua-t-elle, ce qui me fit tomber le cœur. Mais elle ajouta aussitôt. Je pense que votre dossier est suffisamment solide pour intéresser un avocat privé qui travaille à base de commission. Si vous gagnez, il sera payé à partir de l'héritage. Elle a rédigé une lettre de contestation formelle du testament et m'a conseillé de la remettre à toutes les parties immédiatement. Cela bloquerait légalement tout transfert de propriété jusqu'à ce que la situation soit réglée. Elle m'a aussi aidé à me préparer à rassembler d'autres preuves, en insistant sur l'importance du témoignage de Mildred. Et de tout autre témoin des véritables intentions de la grand-mère Eleanor. Une dernière chose, dit Monica alors que je partais. Documentez tout dès maintenant. Chaque conversation, chaque message. Vous avez affaire à des gens qui ont déjà prouvé qu'ils manipulent la vérité. Armé des conseils de Monica et de la lettre de contestation formelle, j'ai passé la journée à construire mon dossier. J'ai contacté Laurence Phillips, l'avocat original de grand-mère, qui a exprimé sa surprise d'avoir été remplacé dans les dernières semaines de vie d'Eleanor. J'ai travaillé avec votre grand-mère pendant des décennies, dit-il. Elle ne m'a jamais laissé penser qu'elle voulait modifier son testament de cette manière. Au contraire. Mildred Anso m'a mis en contact avec 3 autres membres du club de jardinage qui ont confirmé avoir entendu Eleanor dire qu'elle voulait me léguer la maison. L'une d'elles avait même une carte d'anniversaire de grand-mère, où elle parlait de son bonheur à garantir que Rebecca aura toujours un foyer dans la maison qu'elle aime tant. Le dimanche soir, dernier jour de l'ultimatum d'Amber, j'avais rassemblé un dossier solide montrant que le testament révisé ne reflétait pas les véritables souhaits de grand-mère Eleanor. Et qu'il avait peut-être été signé alors qu'elle n'était pas en état de prendre ce genre de décision. Je suis retourné à la maison et j'ai vu que la voiture de mes parents n'y était pas, mais celle d'Amber était garée dans l'allée. Parfait. C'était l'heure de l'affrontement que je préparais. J'ai trouvé Amber et Harrison dans le salon, en train de discuter tranquillement des couleurs de peinture, comme si la maison leur appartenait déjà. Ils ont levé les yeux, surpris de me voir entrer. « On pensait que tu étais en train de finir de faire tes cartons, » dit Amber, fronçant les sourcils en voyant mes mains vides. « Changement de programme, » ai-je répondu calmement. « J'ai convoqué une réunion de famille. Papa et maman ne devraient pas tarder. »« On n'a pas le temps pour ça, » commença Harrison. Mais je l'ai interrompu. « Prenez le temps. À moins que vous ne préfériez que je remette ces preuves directement au procureur, au lieu de vous donner une chance de vous expliquer. » Cela attira leur attention. Le visage d'Amber pâlit légèrement et la mâchoire de Harrison se crispa. 20 minutes plus tard, mes parents arrivèrent à la maison et nous trouvèrent assis dans un silence tendu dans le salon. « Que se passe-t-il » demanda papa en remarquant la scène inhabituelle. « Apparemment, Rebecca a convoqué une réunion de famille, » dit Amber avec une légèreté forcée. « Même si je ne vois pas l'intérêt puisque tout est déjà décidé. »« C'est vraiment le cas ?» dis-je en me levant et en sortant mon dossier de preuves de mon sac. « Parlons de comment ces décisions ont été prises, si vous le voulez bien. » Pendant l'heure suivante, j'ai présenté méthodiquement tout ce que j'avais découvert. La connexion entre Bradford Thornton et Harrison.
Les dossiers médicaux de grand-mère qui montraient qu'elle avait des capacités mentales affaiblies. Les emails qui révélaient le complot. Les documents financiers qui exposaient la situation désespérée d'Amber et Harrison. Et les témoignages de plusieurs personnes au sujet des véritables intentions de grand-mère. Ce ne sont que des preuves circonstancielles, fanfaronna Harrison. Mais son assurance juridique était affaiblie par la sueur qui perlait sur son front. Dis ça au juge, ai-je répondu. J'ai contesté officiellement le testament. Aucune propriété ne peut être transférée tant que ce n'est pas résolu par le tribunal. Le sang-froid d'Amber finit par se briser. Tu ne sais pas ce que tu fais. Nous avons besoin de cette maison. Sans elle, tout ce que nous avons construit va s'écrouler. Tu parles de la maison que vous vouliez utiliser comme garantie pour obtenir des prêts et sauver votre entreprise en faillite? L'ai-je demandé volontairement. L'entreprise qui se noie dans les dettes à cause de vos investissements risqués? Dit-lui, Harrison. Harrison lança à Amber un regard d'avertissement, mais elle était trop bouleversée. Ce n'est pas juste. Explosa-t-elle. Tu as toujours tout eu sur un plateau, les bonnes notes, les bourses, l'approbation de grand-mère. J'ai dû travailler 2 fois plus pour avoir la moitié de la reconnaissance. Cette maison devrait être à moi. Alors tu as manipulé une femme mourante pour obtenir ce que tu voulais? Dis-je à voix basse. Tu as profité de grand-mère quand elle était la plus vulnérable. De toute façon, elle était confuse, répliqua Amber sur la défensive. Vers la fin, elle ne nous reconnaissait même plus. Quelle importance qui gardait la maison. Au moins, nous en avions besoin pour quelque chose d'important, pas juste parce qu'on n'arrivait pas à garder un emploi. La cruauté de ces mots resta suspendue dans l'air. Maman poussa un petit cri, et même Harrison semblait mal à l'aise face au ressentiment brut d'Amber. C'est ce que vous vous êtes dit pour justifier l'abus envers une personne âgée? L'ai-je demandé. Que ce n'était pas grave parce qu'elle allait de toute façon mourir? Ce n'était pas un abus. Insista Amber, mais sa voix tremblait. Bradford l'a juste aidé à comprendre ce qui avait le plus de sens pour tout le monde. J'ai glissé la main dans ma poche et sorti ma dernière arme, un petit dictaphone numérique. Je pensais que tu dirais ça, alors j'ai enregistré une conversation avec Bradford Thornton ce matin. C'était un bluff. Je n'avais pas parlé à Bradford. Mais l'effet fut immédiat. Amber devint complètement blanche et Harrison semblait prêt à vomir. Tu bluffes, dit Harrison, mais sans conviction. Écoutons. Dis-je en tenant la voix enregistrée. Bradford a été étonnamment franc sur les méthodes qu'il a utilisées pour persuader grand-mère. Quelque chose à propos de lui faire signer des papiers quand elle était sous médicaments contre la douleur, donc plus influençable. Harrison attrapa le bras d'Amber, serrant fort. Il faut qu'on parle. Il la tira presque hors de la pièce. Leurs murmures agités étaient à peine audibles depuis le salon. Mes parents restèrent assis dans un silence choqué, la réalité leur frappant enfin le visage. Bradford a vraiment avoué ça? Demanda finalement papa. C'est important? Ai-je répondu. On sait tout ce qui s'est passé. La seule vraie question, c'est, est-ce que vous allez continuer à soutenir cette fraude ou défendre ce qui est juste? Avant qu'ils puissent répondre, Amber et Harrison revinrent. Harrison avait l'air résigné, mais Amber était furieuse. Très bien, cracha-t-elle. Conteste le testament. Traîne-nous tous dans une bataille juridique publique. Et expose nos affaires familiales devant tout le monde. C'est ça que tu veux? Je veux que justice soit rendue à grand-mère Eleanor, ai-je dit simplement. Et je veux que la vérité soit reconnue. La vérité, c'est qu'on est ruiné. Cria Amber, les larmes aux yeux, pleine de frustration. Les 3 derniers projets de Harrison ont échoué. On vit à crédit depuis des mois. Sans cette maison, on ne pourra pas obtenir de prêt d'urgence. On va tout perdre. Harrison grimaça devant cette confession publique de leurs difficultés. Ce que ma femme veut dire, intervint-il en tentant de limiter les dégâts. C'est qu'on traverse une situation temporaire de trésorerie. Arrête de mentir, coupa Amber en s'effondrant sur le canapé. C'est fini, Harrison. On est fichu. Le combat sembla s'éteindre en elle d'un coup, remplacé par une résignation que je n'avais jamais vue chez ma sœur toujours parfaite. Ce n'était pas censé se passer comme ça, dit-elle à voix basse. Bradford avait promis que personne ne remettrait le testament en question. Que ce serait simple.
Rien n'est simple quand on manipule une femme mourante, ai-je répondu, sans la colère qui m'avait poussé jusque-là. Voir la détresse sincère d'Amber ne me donnait aucune satisfaction. Et maintenant? Demanda maman, les yeux remplis de larmes, en nous regardant tous. Ça dépend, dis-je. Est-ce que tout le monde est prêt à admettre ce qui s'est vraiment passé et à réparer ça? Ou est-ce qu'on laisse un juge décider? Le silence qui suivit était lourd, chargé de décennies de tensions familiales, de rancunes enfouies et de vérités difficiles enfin dévoilées. Nous étions à un carrefour, et le chemin que nous allions choisir allait nous définir à jamais, individuellement et en tant que famille. Les semaines qui suivirent cette confrontation furent une tornade de réunions légales, de bouleversements émotionnels et de réajustements pratiques. Les conséquences immédiates furent chaotiques. Amber est partie en larmes et furieuse. Harrison a lancé des menaces vagues sur des contre-attaques. Mes parents oscillaient entre la culpabilité et la défensive. Mais dès le lendemain matin, la réalité les avait tous rattrapés. Bradford Thornton, face à de possibles sanctions pour manquement à l'éthique qui pourraient détruire sa carrière, a craqué rapidement. Il a fourni une déclaration sous serment, admettant avoir facilité les modifications du testament, tout en sachant que la capacité mentale d'Eleanor était douteuse. Il a également confirmé sa relation avec Harrison et le plan d'utiliser la maison comme garantie pour des prêts. La procédure judiciaire pour invalider le testament frauduleux a commencé immédiatement. Le tribunal a nommé un administrateur temporaire pour la succession de grand-mère Eleanor et a ordonné que tout transfert de propriété soit suspendu jusqu'à résolution. On m'a autorisé à rester dans la maison pendant cette période, une petite victoire qui m'a apporté la stabilité dont j'avais cruellement besoin pendant que je continuais à chercher du travail. Nancy s'est montrée être une amie précieuse tout au long de cette épreuve. Quand je l'ai appelée pour lui dire que je pouvais rester dans la maison pour le moment, elle a insisté pour venir avec des courses et du vin. « Tu viens de traverser une guerre émotionnelle », a-t-elle dit en me serrant fort dans ses bras. « Tu as besoin de te nourrir et d'avoir quelqu'un qui est entièrement de ton côté. » Ce soir-là, pour la première fois depuis le dîner fatidique, je me suis effondré pour de vrai. Pas dans un désespoir vide, mais dans l'espace sur de l'amitié, relâchant toute la tension accumulée par la trahison et la confrontation. Nancy m'a écouté sans juger, pendant que je passais par la colère, le chagrin, et la confusion de comment aller de l'avant. « Tu n'as pas besoin de tout régler ce soir », m'a-t-elle rappelé doucement. Un pas à la fois. Le pas suivant arriva de façon inattendue. Un ancien client de Morgan Stanley avait appris mon licenciement et m'a contacté pour une opportunité dans une petite firme spécialisée dans les investissements éthiques. Le poste offrait un salaire plus bas que ce que je gagnais avant, mais il proposait de la flexibilité et correspondait aux valeurs que j'avais commencé à apprécier, après avoir vu les conséquences de l'approche commerciale impitoyable d'Harrison et Amber. L'entretien fut différent de tout ce que j'avais fait auparavant. Au lieu d'essayer de paraître parfaite et confiante, j'ai parlé avec sincérité de ce que j'avais vécu récemment, et de ce que ça m'avait appris sur ce qui comptait vraiment pour moi dans ma carrière. J'ai vu de mes propres yeux comment les décisions financières affectent des vies réelles, ai-je expliqué. Je veux faire partie de solutions qui aident les gens à construire de la sécurité sans sacrifier leur intégrité. On m'a offert le poste le jour même. Le salaire serait modeste, mais suffisant pour survivre. Le plus important, c'était que cela représentait un nouveau départ. Une carrière construite selon mes propres choix, et non selon les attentes des autres. Pendant que je construisais cette nouvelle base professionnelle, je travaillais en même temps sur ma reconstruction personnelle. J'ai trouvé une thérapeute spécialisée dans les traumatismes familiaux, la Dr Winters, qui m'a aidé à gérer les émotions complexes liées à la trahison. Ce que ta famille a fait est mal, affirma-t-elle lors de notre deuxième séance. Tu n'as pas besoin de minimiser ce que tu ressens ni de te précipiter pour pardonner. Mais ça reste ma famille, dis-je, luttant avec cette contradiction. Malgré tout, je les aime. L'amour et les limites peuvent coexister, répondit-elle. En fait, ils doivent coexister pour qu'une relation soit saine. Ce concept est devenu mon principe de base pendant que mes parents tentaient timidement une réconciliation. Papa m'a laissé mon café préféré un matin, avec un mot qui disait simplement « Je suis désolé. Quand tu seras prête à parler, je suis là. » Maman m'envoyait des messages pour me demander si j'avais besoin de quelque chose, en respectant soigneusement mon espace. J'ai gardé mes distances pendant que je mettais de l'ordre dans mes sentiments. Mais j'ai finalement accepté de les rencontrer dans un lieu neutre, un parc où on faisait souvent des pique-niques en famille quand j'étais jeune. La conversation fut difficile, avec des moments de défense remplacés peu à peu par un vrai remords,
alors qu'ils faisaient face à la réalité de combien leurs actions m'avaient blessé. On s'est laissé emporter par la panique d'Amber et les belles paroles rassurantes de Harrison, expliqua papa, sa voix pleine de regret. On s'est convaincu qu'on prenait la meilleure décision pour tout le monde, mais la vérité, c'est qu'on avait peur. Peur de perdre notre maison, peur de la confrontation, peur de devoir choisir un camp. On a fait le mauvais choix, et je le regretterai toute ma vie. J'ai besoin que vous compreniez quelque chose, dis-je après avoir écouté leurs explications. Je n'attends pas que notre relation redevienne comme avant. La confiance a été brisée. Il faudra du temps pour la reconstruire, si c'est même possible. On comprend, dit maman, les larmes coulant sur son visage. On veut juste une chance d'essayer. Moi aussi je suis prête à essayer, ai-je répondu honnêtement. Mais à mes conditions, avec des limites claires. Ces limites incluaient des séances de thérapie régulières, à la fois individuelles et, plus tard, familiales. Je voulais qu'ils comprennent bien que mon pardon ne serait pas rapide ni automatique. Et que toute relation future devait se baser sur une transparence totale et un respect de mon autonomie. Amber, c'était plus compliqué. Après sa crise pendant la confrontation, elle et Harrison se sont séparés. Le château de cartes financier qu'ils avaient construit ensemble s'est complètement effondré. Cela les a poussés à faire faillite, avec une chute très publique dans leur réputation sociale. Amber est allée vivre temporairement chez notre tante dans le New Jersey. Et nous n'avons eu aucun contact pendant presque 2 mois. Son message, quand il est enfin arrivé, fut une surprise. Je ne mérite pas ton pardon, mais j'aimerais te parler selon tes conditions. On s'est retrouvés au Blue Bay Café. Où le fantôme de grand-mère Eleanor semblait flotter avec bienveillance. Amber ne ressemblait en rien à la sœur parfaite et tirée à 4 épingles que j'avais toujours enviée. Ses vêtements de marque avaient été remplacés par un jean simple et un pull. Son maquillage impeccable avait disparu, et des cernes marquaient ses yeux. Je suis en thérapie, dit-elle directement. Une thérapie intensive. Il paraît que j'ai beaucoup de choses à régler. Elle tenta un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Te faire concurrence, c'était plus facile que d'affronter mes propres insécurités. Je me suis convaincu que si je pouvais juste obtenir ce que tu avais, la reconnaissance, l'approbation de grand-mère, le succès à ma façon, alors je me sentirais enfin assez bien. Et ça a marché? Demandai-je à voix basse. Elle secoua la tête. Jamais. Il y avait toujours autre chose à poursuivre, quelque chose que toi tu avais et pas moi. C'était épuisant, mais je n'arrivais pas à m'arrêter. Et maintenant? Elle réfléchit à la question. Maintenant, j'apprends à redéfinir le succès. À reconnaître ma propre valeur sans la comparer à celle des autres. C'est difficile, mais c'est libérateur. Notre conversation n'était pas une réconciliation miraculeuse ni immédiate. Mais elle était honnête, d'une façon que nos échanges ne l'avaient jamais été. On a convenu d'y aller doucement, avec des rencontres mensuelles autour d'un café. Sans pression ni attente, juste de la courtoisie. C'était un petit pas, mais un pas important. 3 mois après la confrontation initiale, le tribunal a invalidé le testament frauduleux. Et a reconnu comme valable l'ancien testament de grand-mère Eleanor, comme Mildred et les autres témoins l'avaient affirmé. La maison m'a été laissée, avec les actifs financiers partagés entre Amber et moi. Et certains objets personnels spécifiquement attribués à mes parents. Le jour où la décision a été rendue officielle, je me suis tenu seul dans le jardin de grand-mère Eleanor. Mon jardin, désormais. Les fleurs de fin d'été étaient en pleine floraison. Des dahlias et des rudbeckias qu'elle avait plantés des décennies plus tôt. Elle revenait fidèlement chaque année. Je sentais fortement sa présence, comme si elle était à mes côtés, hochant la tête avec fierté. J'y suis arrivé, mamie, ai-je murmuré à la douce brise. Je suis restée forte. La maison ne semblait plus hantée par la trahison. Je l'avais reconquise pièce par pièce. En remplaçant les souvenirs douloureux récents par d'autres nouveaux. Nancy m'aidant à repeindre la cuisine. Mes nouveaux collègues venant dîner. Même papa, venu réparer un robinet qui fuyait, dans un geste timide de rédemption. Ce jour-là, dans le jardin, j'ai compris que ma victoire ne concernait pas juste la maison. C'était le fait d'avoir découvert ma propre force, d'avoir défini mes limites. Et d'avoir appris que la vraie famille, celle qui compte, se construit sur le respect, l'honnêteté et le soutien mutuel, pas juste sur un lien de sang. Grand-mère Eleanor m'avait donné bien plus qu'un toit.
Elle m'avait donné le courage de créer un foyer à l'intérieur de moi-même. Un foyer que personne ne pourrait jamais m'enlever. 6 mois après le dîner fatidique qui avait bouleversé ma vie, j'ai organisé une petite réunion dans le solarium fraîchement rénové. C'était autrefois l'endroit préféré de grand-mère Eleanor dans la maison. C'était devenu un espace lumineux et accueillant, qui honorait son goût tout en reflétant le mien. Le soleil de printemps inondait la pièce à travers les fenêtres, baignant les visages des invités triés sur le volet d'une lumière dorée. Ma carrière chez Horizon Ethical Investment avait dépassé toutes mes attentes. Ce qui avait commencé comme une bouée de sauvetage en pleine crise était devenu une vraie passion. Mon expérience à défendre la justice dans ma propre vie m'avait poussé à défendre mes clients, qui cherchaient la sécurité financière sans compromettre leur éthique. Le mois dernier, j'ai été promu conseillère principale avec ma propre équipe. Et mon salaire dépassait désormais celui que j'avais chez Morgan Stanley, grâce aux primes de performance. La maison, autrefois un champ de bataille, était désormais véritablement mienne à tous les niveaux. J'avais gardé le style historique que grand-mère Eleanor avait si soigneusement préservé, tout en modernisant certaines pièces pour refléter ma personnalité. La salle à manger formelle où Amber avait prononcé son cruel ultimatum était maintenant mon bureau à domicile. L'énergie négative y avait complètement disparu. Chaque changement, qu'il soit structurel ou décoratif, me donnait l'impression de récupérer une autre partie de moi-même. Le divorce entre Amber et Harrison avait été finalisé 3 mois plus tôt. Harrison avait déménagé à Chicago pour travailler dans l'entreprise de son père. Un grand recul par rapport à son ancien statut d'homme d'affaires. Mais c'était nécessaire, vu sa mauvaise réputation dans les milieux financiers du Connecticut. Amber avait surpris tout le monde en se formant comme assistante juridique, travaillant désormais pour une association d'aide légale à but non lucratif, semblable à celle qui m'avait aidé. Notre relation restait compliquée, mais elle guérissait lentement. Nos cafés mensuels étaient devenus peu à peu des conversations plus profondes, avec des moments sincères qui brisaient les couches de douleur de notre histoire. Elle n'était pas à la réunion d'aujourd'hui. Nous n'en étions pas encore là. Mais le fait que je puisse imaginer un futur événement où elle serait présente était déjà un progrès. Mes parents étaient bien présents. Notre réconciliation avait été lente et réfléchie, guidée par notre thérapeute familial. Ils avaient dû regagner ma confiance par des actions concrètes, pas seulement par des excuses. Papa s'était particulièrement investi pour réparer les choses, en m'aidant pour les projets dans la maison et en respectant mes limites sans jamais les remettre en question. Maman avait eu plus de mal à abandonner ses comportements de sauveuse, mais elle faisait de vrais efforts. Aujourd'hui, il se déplaçait avec prudence dans la pièce, manifestement reconnaissant d'être inclus. Nancy était là aussi, désormais ma meilleure amie, plus seulement une ancienne collègue. Elle avait été mon pilier pendant toute cette épreuve, m'apportant à la fois un soutien concret et une stabilité émotionnelle quand j'en avais le plus besoin. Mildred Anso présidait la réunion depuis un fauteuil confortable, ravissant tous ceux qui voulaient l'écouter avec des histoires sur les aventures de grand-mère Eleanor au club de jardinage. Parmi les autres invités, il y avait mes nouveaux collègues, des voisins et des amis, qui formaient désormais la famille que j'avais choisie pendant ma reconstruction. Alors que je circulais parmi les invités, servant des boissons et m'assurant que tout le monde était à l'aise, Nancy m'attira à part avec une expression étrange. « Tu as déjà regardé tous les livres de la grand-mère Eleanor ?» demanda-t-elle mystérieusement. « La plupart, pourquoi ?» répondis-je. Je parcourais sa collection pendant que tu étais dans la cuisine, et j'ai trouvé quelque chose caché dans sa copie de Jane Eyre. Elle me tendit une enveloppe jaunie par le temps, avec mon nom écrit dessus dans l'écriture reconnaissable de grand-mère. Mon cœur se mit à battre plus vite pendant que je m'excusais pour aller dans la tranquillité de la cuisine, ouvrant l'enveloppe scellée avec des doigts tremblants. À l'intérieur, il y avait une lettre datée d'un mois seulement avant la mort de grand-mère Eleanor. Son écriture tremblante, mais déterminée. Ma très chère Rebecca. Si tu lis ceci, alors les choses se sont passées comme je craignais qu'elles le fassent. J'ai vécu assez longtemps pour repérer les schémas dans notre famille, pour voir comment les insécurités d'Amber et l'évitement des conflits de tes parents pouvaient former une tempête parfaite après mon décès. J'ai fait tout mon possible pour te protéger légalement. Mais les documents peuvent être changés et des influences peuvent s'exercer. Je veux que tu saches que mon vrai désir a toujours été que cette maison te revienne.
pour que tu puisses continuer son héritage de chaleur et d'accueil. Mais je me suis préparé à toute éventualité. Tu es plus forte que tu ne le crois, Rebecca. Tu as toujours affronté les défis avec grâce et détermination, trouvant ton chemin à travers des difficultés qui auraient abattu des esprits plus faibles. J'ai une confiance totale que peu importe ce qui se passe, tu sauras y faire face avec l'intégrité et la résilience qui me rendent si fier d'être ta grand-mère. Maintenant, venons au côté pratique. J'ai ouvert un compte séparé à ton nom à la Greenwich National Bank. Il contient assez de fonds pour assurer ton avenir. Que ce soit pour te battre pour cette maison ou pour en construire une nouvelle ailleurs. Les détails du compte sont sur une carte séparée. Cet argent est totalement indépendant de mon testament. Et n'est connu que de moi et de mon ami de confiance, Walter Jenkins, à la banque. Personne ne peut te le prendre. Souviens-toi, ma chère enfant, qu'un foyer n'est pas seulement une structure physique. C'est un sentiment que tu portes en toi. J'ai essayé de te l'enseigner par l'exemple. Peu importe ce qui arrivera à cette maison. Sache que tu as le pouvoir de créer un foyer où que tu sois. De bâtir chaleur et accueil grâce à ta force de caractère. Et non à des murs et des poutres. Je t'aime plus que tout. Ta grand-mère, Eleanor. En pièce jointe, il y avait une carte bancaire et les informations du compte. Avec une somme qui me fit pousser un cri de surprise. Plus de 300 000 $. Assez pour acheter une nouvelle maison, même à Greenwich. Si j'avais perdu la bataille judiciaire. Cette révélation me frappa physiquement. Grand-mère Eleanor ne m'avait pas seulement laissé une maison. Elle avait mis en place une épreuve de caractère pour toute la famille. Elle avait anticipé les conflits et les manipulations possibles. Elle avait organisé ma protection, peu importe l'issue. Et depuis l'au-delà, elle avait observé quelles décisions nous prendrions. Je m'appuyais contre le plan de travail de la cuisine. Serrant la lettre contre ma poitrine, submergée par la profondeur de sa sagesse et de son amour. Elle savait qu'Amber pourrait tenter de garder la maison. Elle soupçonnait que mes parents pourraient céder à la pression. Elle s'était préparée à tout en espérant le meilleur de sa famille. Et à la fin, la vérité avait émergé, comme elle l'avait prévu. La maison m'était revenue. Pas à cause de l'argent caché dont je n'avais rien su jusque-là. Mais parce que j'avais trouvé le courage de défendre ce qui était juste. De me battre pour la justice. Même si cela voulait dire affronter ceux que j'aimais. Quand je suis revenu vers mes invités, quelque chose dans mon expression a dû révéler mon émotion, car la pièce s'est tue. Tous me regardaient, curieux. J'aimerais faire une annonce, dis-je. Ma voix était ferme malgré l'émotion qui bouillonnait en moi. Aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de célébrer un nouveau départ personnel, mais aussi d'honorer l'héritage de grand-mère Eleanor d'une manière significative. J'ai pris une grande inspiration et partagé la découverte de la lettre. Et la réserve d'argent secrète qu'elle avait préparée pour ma sécurité. Mes parents échangèrent des regards pleins de honte et de regret. Mais je continuais sans m'attarder sur le passé. Grand-mère pensait qu'un foyer devait être un lieu d'accueil et de soutien. Surtout pour ceux qui traversent des moments difficiles. En son honneur, j'ai décidé d'utiliser les fonds qu'elle avait mis de côté. Pour créer la fondation Eleanor Winters. La moitié de cette maison deviendra un logement de transition pour des femmes qui reconstruisent leur vie après une crise familiale. Que ce soit une trahison, une perte ou d'autres situations qui les ont rendues vulnérables. Des murmures de surprise et d'approbation traversèrent la pièce. Mes parents semblaient abasourdis, mais touchés. Mildred s'essuya les yeux avec un mouchoir, hochant vigoureusement la tête. Je continuerai à vivre ici, bien sûr, précisai-je. Mais l'aile sera rénovée pour créer 3 suites privées. Pour des femmes ayant besoin d'un endroit sûr pour atterrir. Le temps de réfléchir à leurs prochaines étapes. Comme j'en avais eu besoin quand mon propre soutien familial s'était effondré. La fondation offrira non seulement un toit, mais aussi des liens vers de l'aide juridique, un accompagnement professionnel et une thérapie. Tous les outils qui m'avaient aidé à me reconstruire quand mon monde s'est écroulé. Cela me semblait juste, un hommage parfait aux valeurs de grand-mère Eleanor. Et une transformation de la douleur en but. Plus tard ce soir-là, après le départ des invités, je me retrouvais seul avec mes parents dans le jardin. Le soleil couchant projetait de longues ombres sur la terre fraîchement retournée. Là où je m'apprêtais à planter les rosiers préférés de grand-mère. Je te dois des excuses, dit soudain papa.
brisant le silence paisible. Pas seulement pour l'histoire du testament. Mais pour toutes les fois où je n'ai pas su te voir clairement dans ta vie. Pour chaque fois où j'ai choisi la facilité au lieu de défendre ce qui était juste. Maman me prit la main, la sienne tremblante. Éléanore serait si fière de la femme que tu es devenue, dit-elle doucement. Encore plus que ce qu'elle était déjà. Et nous aussi, même si on ne mérite aucun crédit pour ça. Elle le savait, dis-je en regardant le jardin qu'elle avait tant aimé. Elle savait ce qui pourrait arriver. Et elle m'a préparé. Pas en me protégeant de tout. Mais en m'apprenant à affronter les tempêtes. Elle a toujours été la plus sage d'entre nous, reconnut papa. Alors qu'il s'apprêtait à partir, maman hésita à la porte du jardin. Rebecca, à propos d'Amber, commença-t-elle avec hésitation. Je sais, dis-je, surprise de ne pas avoir de rancune dans la voix. Elle cherche encore son chemin. Dis-lui que les roses de grand-mère fleuriront dans quelques mois. Peut-être qu'elle voudra les voir. Ce n'était pas un pardon total. Cela demanderait encore du temps et des preuves concrètes de changement. Mais c'était une ouverture. Une possibilité que je n'aurais jamais envisagée il y a quelques mois. Après leur départ, je suis retourné dans le solarium avec un verre de vin. M'installant sur le siège près de la fenêtre donnant sur le jardin. La lettre de grand-mère Éléanore était ouverte à côté de moi. Son cadeau final n'était pas seulement une sécurité financière. Mais la sagesse de comprendre ce qui compte vraiment. Mon téléphone vibra avec un message de Nancy. Tu as été absolument incroyable avec cette annonce aujourd'hui. Fondation Éléanore Winters, ta grand-mère doit faire des pirouettes de joie dans le ciel. Je souris, sentant fortement la présence de grand-mère à ce moment-là. La maison autour de moi ne résonnait plus avec trahison et douleur. À la place, elle bourdonnait de possibilités. Avec la promesse de devenir non seulement mon sanctuaire, mais aussi un lieu de guérison pour d'autres qui traversent leurs propres épreuves. La dernière pièce du puzzle venait de se mettre en place. L'héritage de ma grand-mère n'était pas seulement cette structure faite de bois et de pierre, mais les valeurs qu'elle avait gravées en moi. La résilience, l'intégrité et le courage de transformer la souffrance en service. En me battant pour cette maison, j'avais découvert quelque chose d'encore plus précieux. Le foyer inébranlable que j'avais construit en moi-même. Un foyer que personne ne pourrait jamais m'enlever. Et toi, que ferais-tu si ta famille te trahissait comme la mienne l'a fait? Te battrais-tu ou t'éloignerais-tu? Partage tes pensées dans les commentaires ci-dessous. Et n'oublie pas de liker, t'abonner et partager cette vidéo si mon histoire t'a touché. Souviens-toi, parfois, la famille que l'on choisit est plus importante que celle dans laquelle on est né. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. Et j'espère que mon expérience aidera ceux qui traversent leur propre bataille familiale à trouver la force de se défendre.